Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans les vidéos précédentes, nous avons abordé la programmation orientée objet avec le langage Python. Ainsi, nous avons vu les concepts tels que les espaces de nom, l'héritage et la composition. Aujourd'hui, nous abordons les itérateurs Python. Un itérateur Python est un objet qui nous permet de parcourir tous les éléments d'une collection comme une liste ou un tuple sans avoir besoin d'utiliser un index. Un itérateur est un objet qui contient un nombre dénombrable de valeurs. Les itérateurs en Python implémentent deux méthodes essentielles, iter et next. La méthode iter renvoie l'objet itérateur lui-même et la méthode next renvoie la valeur suivante de la collection. Et si aucun autre élément n'est disponible, elle lève une exception appelée stop iteration. Voilà, commençons avec un exemple simple avec une liste pour illustrer le concept d'itérateur. Et pour cela, on va rapidement faire un exemple ici avec notre PowerShell. Là, je vais lancer mon interpréteur Python ou bien Python. Et puis voilà, c'est lancé. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement en fait créer une liste. Je vais l'appeler MyList. Donc, et à l'intérieur, je vais mettre quoi? 1, 2 et puis 3. Donc, c'est une liste très simple. Voilà, donc là, j'ai ma liste qui est composée de 3 éléments, 1, 2 et 3. Et puis maintenant, je vais créer en fait un itérateur sur cette liste-là. Donc, nous pouvons appeler cela myIter. Donc, ici, je vais l'appeler iter. Et puis là, ce qu'on va faire, on va tout simplement appeler le constructeur iter. Et puis, je vais l'appliquer sur quoi? Sur myList. Comme ceci. Et puis voilà. Et normalement, si, voilà, je fais entrer. Donc là, j'ai maintenant, en fait, j'ai maintenant un objet itérateur qui me permettra, en fait, d'itérer tous les éléments, en fait, de la liste. Bon, pour montrer, par exemple, comment on peut utiliser la méthode next. Maintenant, ici, je peux faire print. Et puis, je vais afficher quoi? Bon, je vais afficher le prochain élément de l'itérateur. Donc, je vais faire quoi? Je vais appeler la méthode next et je vais lui passer, bien sûr, en fait, myIter. Voilà. Et puis, normalement, si je fais entrer, je dois avoir en sortie le premier élément, n'est-ce pas? Qui est 1. Bon, essayons. C'est exactement ce que nous avons ici et vous le voyez. Donc, maintenant, si j'appelle une deuxième fois next, puisque maintenant j'ai déjà le premier élément, mon itérateur est allé à l'étape suivante. Donc, par exemple, si je fais encore print next myIter, je dois avoir 2. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'appelle encore une troisième fois next? Bon, faisons-le. Là, print next myIter, et là, j'ai 3. Et là, j'ai épuisé en fait ma liste. Maintenant, imaginez, qu'est-ce qui va se passer si j'appelle encore une quatrième fois next? Est-ce qu'il y a un élément dans ma liste? Normalement, il n'y a pas d'élément parce que ma liste était composée uniquement de 3 éléments, 1, 2 et 3. Dans ce cas de figure-là, normalement, vous devez avoir une exception, n'est-ce pas? Bon, essayons. C'est exactement ce que vous allez avoir. Donc ici, vous allez avoir une exception qui est lancée, stop iteration. Voilà par exemple un exemple simple pour illustrer comment on peut non seulement créer un itérateur, mais aussi comment utiliser la méthode next de l'itérateur. Donc ici, pour revenir sur l'exemple, nous avons créé ici en fait une liste. Après, nous avons créé un itérateur sur la liste. Donc on utilise la fonction iter. Et puis après, on fait l'affichage en fait des valeurs de l'itérateur. Le premier appel de next va nous donner 1, et puis le deuxième appel va nous donner 2, et puis le troisième appel va nous donner un 3. Et si on fait un quatrième
appel, on aura une exception, stop iteration, parce qu'en fait, notre liste ne contient que 3 valeurs. Maintenant, c'est quoi la différence entre un iterable et un itérateur? Un itérable est essentiellement tout objet que nous pouvons parcourir avec une boucle for, comme les listes, les tuples, les dictionnaires, les ensembles et les chaînes de caractères. Ce sont des conteneurs à partir desquels vous pouvez obtenir un itérateur. Un itérateur, en revanche, est ce que vous obtenez lorsque vous appelez iter sur un itérable. C'est un objet avec une méthode next qui retourne l'élément suivant de la séquence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments, soulevant ainsi une exception appelée stop iteration. Maintenant, nous allons montrer comment on peut facilement traverser un itérateur avec la boucle for. Donc là, nous sommes sur notre terminal PowerShell. On va appeler Python, right? Et puis, on est dans notre interpréteur. Donc ici, on va traverser en fait un itérateur avec une boucle for. Voilà. Donc, on va faire for, par exemple, x, qui est notre variable. Dans quoi? Bon, on va prendre toujours notre exemple, 1, 2, 3, simple. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Après, maintenant, on va tout simplement en fait afficher la valeur de x. Donc, et voilà notre résultat. Donc là, on voit qu'en fait, si nous avons une liste 1, 2, 3, et si on utilise en fait la structure de contrôle for x in 1, 2, 3, et puis on fait print x, donc on aura 1, 2, 3. Donc là, nous voyons qu'en fait, la boucle for nous permet de parcourir un itérateur. Donc, on peut même dire que la boucle for crée un objet itérateur sur une collection et pour chaque passage, la boucle for exécute la méthode next. OK? Donc, par exemple, ici, si vous voyez, nous avons for x in 1, 2, 3. Donc, ici, automatiquement, la boucle for crée en arrière-plan un itérateur sur la collection 1, 2, 3. Et vous voyez très bien qu'ici, nous n'avons pas besoin d'appeler en fait la méthode next. Donc, en arrière-plan, next est appelé automatiquement à chaque passage en fait de la boucle. Nous allons maintenant présenter deux implémentations possibles d'un itérateur. La première approche est procédurale. Elle s'appuie sur une fonction pour définir un générateur. Et la deuxième approche est orientée objet. Cette approche est celle qui nous intéresse le plus ici. Elle repose sur une classe pour implémenter les méthodes iter et next. Nous allons d'abord montrer comment développer ces deux approches, puis discuter des avantages et inconvénients de chacune d'elles. Dans ce premier exemple, nous allons définir une fonction génératrice qui produit des entiers commençant à partir de n0, un certain rang, avec un pas de 2. OK? Donc, ici, je vais appeler mon interpréteur Python. Voilà, je suis ici. Donc, nous allons appeler notre fonction int iterator. Donc, def, pour définir une fonction int iterator, comme ceci. Et nous allons avoir, en fait, la valeur initiale, donc n0, comme nous avons dit. Et là, on finit, en fait, le nom de la fonction. On tape sur Entrée. Et là, je vais indenter pour être dans le corps de ma fonction. Et après cela, il va falloir bien sûr utiliser une boucle pour générer les valeurs de l'itérateur. Ici, on va utiliser la boucle while. On va faire while true, qui est bien sûr une boucle infinie, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'utilisateur va finir
de générer les nombres qu'il veut. Donc, on va lui permettre de générer autant de nombres qu'il voudra. Très bien. Maintenant, une fois que nous sommes dans notre boucle, voilà, donc il faut entrer dans la boucle, on est là. Il va falloir utiliser le mot-clé yield et non pas le mot-clé return, parce que si vous utilisez le mot-clé return, vous allez finir complètement votre fonction. Alors qu'une fonction génératrice doit pouvoir produire plusieurs valeurs à la fois. Donc, c'est ça la différence entre une fonction génératrice et une fonction normale. Donc ici, on va utiliser yield pour produire en fait la première valeur qui n'est rien d'autre que n0. Une fois que la première valeur est produite, il ne faut pas oublier de faire la mise à jour. Donc la valeur suivante, ici par défaut, nous avons dit que notre pas est égal à 2, mais bien sûr, vous pouvez améliorer cette fonction-là en ajoutant un paramètre secondaire que vous allez appeler présent P, et comme ça, vous allez faire la mise à jour selon le pas P. Mais ici, pour simplifier, on va utiliser tout simplement un pas qui est égal à 2. Donc la première valeur, c'est N0, la valeur suivante, c'est N0 plus 2. Et la valeur qui vient après sera N0 plus 4, ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc ici, je vais faire ma mise à jour. Donc je vais dire tout simplement que N0 va recevoir N0 plus 2. Et c'est comme cela qu'on peut écrire cela de façon compacte. Bien sûr, vous pouvez écrire N0 égale à N0 plus 2. Mais bon, écoutez, vous pouvez simplifier l'écriture comme ceci. Et je pense que c'est tout. Voilà comment on définit en fait, par exemple, une fonction génératrice qui produit des entiers commençant à partir de N0 avec un pas de 2. Et là, il faudra bien sûr finir votre fonction. Si vous êtes dans votre terminal, il faut faire très attention. Là, quand je fais ceci, vous voyez qu'en fait, j'ai toujours les 3 points là qui me disent que la fonction n'est pas encore définie complètement. Il faut taper sur Entrée encore pour montrer que vous avez fini la définition de votre fonction. Là, on est sûr que maintenant, la fonction est bien définie parce que nous avons les 3 signes supérieurs qui nous montrent que la fonction est complète. Maintenant, il va falloir bien sûr appeler cette fonction-là pour générer en fait un itérateur plutôt, voilà. Et comment on va l'utiliser? Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement générer la séquence à partir de 10. Donc, on doit générer quoi? 10, 12, etc. Voilà. Et comment on fait cela? C'est très simple. Il va falloir définir un itérateur. Je vais l'appeler myIt pour aller vite. Et puis là, vous appelez votre fonction. Notre fonction s'appelle int iterator. Et puis, bien sûr, il va falloir passer la barre initiale, ici qui est égale à 10. Donc, myIt, pour dire que ça, c'est mon itérateur, égale à int iterator. Je pense que je n'ai pas fait de typo sur le nom. Je pense que c'est bien ça. Et voilà. Et ici, tout marche. Donc, j'ai déjà mon itérateur qui est dans la variable myIt. Et puis, c'est pas fini. On a dit que nous voulons, par exemple, afficher les 5 premiers. Donc, comment on fait cela? C'est très simple. Là, bon, on peut penser à utiliser un range for underscore. Pourquoi underscore? Parce que je ne m'intéresse pas, en fait, aux valeurs du range. Donc, là, in range, vous allez voir pourquoi. Donc, on dit quoi? On veut les 5. Donc, les 5 premiers. Voilà, ici, bon, excusez-moi, j'ai mis un point virgule au lieu de 2 points. On va corriger cela. Donc, ici, ça doit être ceci. Très bien, parfait. For underscore in range 2 points au lieu de point virgule. Là, on doit faire un print. Voilà, mais là, il faut faire attention. Print what? Qu'est-ce qu'on doit afficher? Est-ce que c'est les valeurs du range? Non. Nous voulons afficher, en fait, les valeurs de l'itérateur, n'est-ce pas? Donc, il va falloir faire next. Et puis, quoi? myIt, n'est-ce pas? Parce que c'est ça, mon itérateur. Et je pense que ceci doit pouvoir faire l'affaire. Voilà, entrer encore est parfait. Voilà. Donc là, nous avons la première valeur qui est 10, la deuxième qui est 12, la troisième valeur qui est 14, ainsi de suite, et la dernière valeur qui est 18. Et vous voyez très bien qu'en fait, le premier, c'est bien 10, comme nous l'avions déjà dit, et vous voyez qu'en fait, il y a des pas de 2. Voilà, par exemple, comment on peut définir tout simplement un itérateur en utilisant une fonction génératrice. Ici, vous voyez qu'en fait, c'est une définition qui est très simple. Maintenant, nous allons aussi montrer comment définir, en fait, ou bien comment implémenter un itérateur avec une classe, et c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus
dans cette vidéo-là. Et après, on va commenter et dire quels sont les avantages d'une fonction génératrice et quels sont les avantages d'une classe. Voilà, on va revoir en fait ce que nous avons fait dans ces démonstrations-là. Donc c'était très simple. On avait en fait défini une fonction génératrice. Il y a deux parties, la définition qui est là et puis l'appel qui est là. L'appel, ça dit comment utiliser cette fonction génératrice une fois qu'elle est définie. Donc notre fonction s'appelait int_iterator pour dire qu'en fait c'était un itérateur sur des entiers. On commence par un entier n0. Donc ici on utilise une boucle infinie while true pour dire qu'en fait on ne sait jamais quand est-ce que l'utilisateur va s'arrêter. Donc ici on fournit la première valeur n0 et puis on fait la mise à jour. Et puis la boucle continue. Donc c'est à l'utilisateur de dire combien d'éléments il souhaite. Très bien. Et pour l'appel, bon, ça c'est le nom de l'itérateur. Ça c'est l'appel en fait de notre fonction. Là on passe le premier élément de la séquence et puis là on fait une boucle for pour donner les 5 premiers éléments de la séquence et forcément on va imprimer ou bien afficher ce qu'on veut, mais il va falloir dans ce cas de figure là appeler la méthode next sur l'itérateur. C'est bien ça, et comme ça, vous allez générer les 5 premiers éléments de la séquence. Voilà, maintenant nous allons passer à la définition d'une classe itératrice. Nous avons montré comment implémenter un itérateur en utilisant en fait une fonction et un générateur. Maintenant, nous allons faire le même travail, mais en utilisant le concept de programmation orientée objet. Et puis, maintenant, nous allons utiliser une classe qui va implémenter en fait un itérateur. Mais avant cela, on va d'abord effacer notre écran. Vous savez que si vous avez un terminal et que vous voulez effacer votre écran, vous pouvez le faire avec CLS si vous êtes en fait sur le PowerShell de Windows. Mais attention, ici, nous ne voulons pas sortir en fait de notre interpréteur. Bien sûr, on peut sortir de l'interpréteur Python et puis effacer notre écran et puis commencer, ou bien vous pouvez tout simplement en fait effacer votre écran à l'intérieur de votre interpréteur, et je vais vous montrer une méthode plus facile qui vous permettra de rester aussi bien dans l'interpréteur et puis d'effacer votre écran. Pour cela, il suffit de faire un import. Donc vous importez en fait la bibliothèque OS qui veut dire Operating System. Je pense que voilà, ça marche. Et après, suivant que vous êtes dans Windows ou bien dans Linux, il faut savoir quelle est en fait la fonction qu'il faut appeler pour effacer votre écran. Et si vous voulez que votre code marche dans tous les cas, que ce soit un terminal Windows ou bien un terminal Linux, vous pouvez aussi le faire. Donc, par exemple, moi, je fais OS, qui veut dire Operating System, et puis je dis System. Voilà, et puis là, je vais tout simplement mettre quelque chose comme ceci. Par exemple, si je mets CLS, ça va marcher, par exemple, si je suis dans un terminal Windows, ou bien vous ajoutez ou clear comme ceci, et ceci marchera dans un terminal, comment je vais dire, Linux. Maintenant, le code qui est là va marcher dans tous les cas, parce que là, j'ai dit, si c'est, bon, parce que si c'est Windows, il va utiliser CLS, et si, en fait, votre système n'est pas un système Windows, ceci va retourner faux, et automatiquement, donc, votre fonction os.system va utiliser clear. Bon, ici, on va essayer ceci pour voir est-ce que notre écran sera effacé, oui ou pas. Et puis, voilà, vous voyez qu'en fait, la valeur de retour est 0 et puis que notre écran est effacé. Voilà, maintenant, on peut commencer à définir notre classe, hein, bien sûr. Donc, bon, ici, je vais ajouter ici un commentaire pour dire qu'en fait, ça, c'est la définition. Hein, ok, la définition de notre classe. Là, je mets def pour dire que je suis en train de définir quelque chose, mais attention, ici, c'est pas def d'ailleurs. Ici, c'est classe. Donc, pour dire que je suis en train de définir une classe, et puis, je vais l'appeler int iterator. Voilà, pour dire qu'en fait, c'est une classe qui me permet de définir un itérateur sur des entiers. Et puis là, bon, il n'y a pas d'héritage, donc je laisse les parenthèses vides. Là, je finis mon nom de classe. Là, je vais entrer à l'intérieur en fait de ma classe. Donc, rappelons que la méthode init
d'une classe permet d'effectuer un certain nombre d'initialisations lors de la création de l'objet de la classe. Donc ici, voilà, on va maintenant utiliser le mot-clé def pour définir en fait la méthode init. C'est bien ça. Et puis voilà. Et puis autre chose, nous avons dit qu'en fait le premier paramètre c'est toujours self. Voilà. Mais ici aussi, nous voulons donner en fait la valeur initiale de la séquence. Donc on l'appelle n0 comme tout à l'heure. Je pense que ceci fait l'affaire. Et puis là, je vais entrer maintenant dans ma méthode. Et puis, bon, comment on va initialiser notre itérateur? C'est tout simple. On va faire self.n0. Bon, là, c'est n0, pas no. Et puis, on va dire que c'est égal à quoi? C'est égal à tout simplement n0. C'est tout simple. Donc, l'attribut, ce n'est que en fait l'argument n0. Je pense que ceci doit marcher. Bien. Voilà, une fois que nous avons ça, maintenant, nous avons dit aussi qu'un itérateur, si c'est implémenté sous forme de classe, doit impérativement implémenter deux méthodes, la méthode iter et la méthode next. Donc, la méthode iter agit de la même façon que la méthode init. On peut y effectuer des opérations d'initialisation si on veut bien, mais cette méthode doit toujours renvoyer l'objet itérateur lui-même. Bon, ici, nous allons simplifier notre implémentation ou bien notre définition. On va pas initialiser parce que on va initialiser dans la méthode init. Je pense que en fait c'est la place appropriée. Voilà. Et puis ici, je vais faire def. Voilà. Et puis là, je vais définir iter. Voilà. Et puis, comme toujours, on commence par self. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, puisqu'on ne fait pas d'initialisation ici. Donc, on ne fait que retourner, en fait, l'objet itérateur lui-même. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait return. Et on fait return quoi? Self, bien sûr. Parce que l'itérateur, c'est self. Maintenant, on va passer à la méthode next, qui permet également de faire des opérations, mais doit aussi renvoyer l'élément suivant de la séquence. Ici, on ne fait aucune opération, sauf, en fait, retourner la valeur qu'il faut et puis faire la mise à jour, en fait, de la valeur, pour la valeur suivante, n'est-ce pas? Donc, j'ai fini avec iter. Maintenant, on va définir next. Parfait. Et puis, underscore. Et puis, comme toujours, premier paramètre, c'est toujours self. Et puis, est-ce que nous avons besoin? Non, on n'a pas besoin d'un autre paramètre pour next, mais il faut ajouter les deux points pour dire que le nom est fini. Et là, maintenant, c'est là où nous devons retourner en fait la valeur courante et puis préparer et faire la mise à jour pour la valeur suivante. Mais attention ici, avant de retourner, parce que quand on retourne, on ne peut plus faire aucune autre opération dans la méthode. Donc, ici, je vais d'abord récupérer la valeur courante. Je vais l'appeler tout simplement value, value, comme ceci. Et puis, je vais dire que value égale, c'est la valeur courante, qui n'est rien d'autre que, en fait, n0. Voilà, la valeur initiale, dans un premier temps. Et puis, une fois que nous avons la valeur initiale, maintenant, on peut faire la mise à jour, n'est-ce pas? C'est ça qu'on va faire. On va dire quoi? Que self dot n0, et là on va faire plus et puis égal pour dire que self dot n0 égale self dot n0 plus quoi? Plus 2. Alright? Vous voyez, bon, je ne sais pas si vous avez compris ce que nous avons fait. On récupère d'abord la valeur courante, qui est dans maintenant ici value, et après on fait avancer le compteur, si vous voulez, par 2, parce qu'on a dit que par défaut, notre pas est égal à 2. Bien sûr, on peut améliorer, en fait, cette classe-là en introduisant, en fait, un paramètre supplémentaire qu'on appelle pay, comme j'ai dit tout à l'heure, et ce pay-là, bon, ce sera un paramètre. Mais si vous comprenez comment faire, en fait, cet exemple qui est simple-là, vous pouvez toujours, en fait, améliorer pour
perfectionner votre classe. Très bien. Voilà. Une fois que nous avons ça, self.n0 égale à self.n0 plus 2, maintenant, on a non seulement récupéré la valeur courante qui est dans value et on a fait la mise à jour pour la prochaine ou bien la valeur suivante. Maintenant, on peut retourner la valeur courante si on veut, et ça, pour cela, il faut utiliser return et puis on retourne la valeur courante qui n'est rien d'autre que value. Je pense que c'est bien ça. Alright. Bon, essayons de voir si tout est correct. Ici, on a une classe qui s'appelle int_iterator, c'est bon. On a défini init self n0, c'est bon. Self n0 égale à n0, voilà, c'est parfait parce qu'en fait, la valeur courante, c'est par défaut la valeur passée lors de la construction de l'objet. On implémente deux classes iter et puis next, c'est bon. Self, c'est bon. Ici, on ne fait pas d'initialisation dans iter parce qu'on a fait notre initialisation dans init, donc on retourne self, c'est bon. Et puis pour next, toujours le paramètre par défaut, on appelle self, parfait. On récupère la valeur courante value égale self.n0 et puis self.n0, on fait la mise à jour et puis on retourne. Je pense que c'est bon. Voilà, parfait. Une fois que nous avons ça, on va appuyer sur Enter encore pour, voilà, il n'y a pas d'erreur, donc la classe est bien définie. Maintenant, on va passer à l'appel ou bien la construction d'un objet, d'abord avec la classe et puis afficher, par exemple, les 5 premiers éléments de notre itérateur. Parfait. Là, je vais l'appeler myIt2 pour dire que c'est la deuxième méthode. Et puis là, je fais quoi? Je vais appeler ma classe. Je pense qu'on l'a appelé int_iterator, ce qui est exactement cela. Et puis voilà, maintenant ici, on va passer la valeur 10, comme tout à l'heure. C'est bon. Voilà, il n'y a pas d'erreur jusqu'à présent. Parfait. Et maintenant, une fois que nous avons ça, nous avons for underscore in range comme tout à l'heure. Hein. Et puis, on a dit que les 5, voilà, c'est parfait. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher, print, on va afficher quoi? On va afficher, on va faire next, les 5 premières valeurs, ou bien les 5 premières valeurs de myIt2, pour dire que c'est la deuxième méthode. Ici, je pense que, voilà, il n'y a pas d'erreur, entrée, parfait, voilà. Et comme tout à l'heure, vous voyez qu'en fait, nous avons les mêmes valeurs. C'est de 10 à 18 et 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait. On a commencé par 10 pour atterrir à 18 avec départ de 2. Donc voilà, grosso modo, comment vous pouvez faire en fait une implémentation d'un itérateur en utilisant deux méthodes différentes. La première méthode, c'est la méthode avec une fonction génératrice et la deuxième méthode, c'est avec une classe itératrice. Donc, la première méthode est, comment je vais dire, procédurale. Et puis, la deuxième méthode est orientée objet. Maintenant, on va discuter quels sont les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Voilà, donc ici, nous avons défini en fait une classe qui s'appelle int_iterator. Et puis, nous avons trois méthodes, 1, 2, 3. Donc, init, iter et next. Init nous permet de faire l'initialisation en fait de la valeur initiale. Iter ne fait rien que retourner l'itérateur lui-même parce que on ne fait pas ici les opérations d'initialisation, nous les avons placées dans init et puis next ne fait rien d'autre que en fait retourner la valeur courante et la mise à jour du compteur. Voilà. Et puis bon, ça c'est pas la peine de commenter cela une fois encore parce que nous avons vu comment faire cela avec la méthode procédurale. Passons maintenant à la comparaison entre l'approche procédurale et celle orientée objet et discutons les avantages et inconvénients de chacune d'elles. Les avantages de la fonction génératrice sont les suivantes. La fonction génératrice est un moyen plus concis et lisible de définir des itérateurs, en particulier pour les séquences simples. Ici, nous avons une utilisation efficace de la mémoire. Les générateurs ne créent pas la séquence entière en mémoire à la fois, mais ils génèrent des valeurs une par une au besoin. C'est pourquoi nous avions utilisé en fait le mot-clé yield, ce qui les rend plus efficaces en termes de mémoire pour les séquences volumineuses. Aussi, nous avons une évaluation paresseuse ou bien lazy evaluations.
les fonctions génératrices sont évaluées paresseusement, ce qui signifie que les valeurs ne sont calculées que lorsqu'elles sont demandées, ce qui peut être bénéfique dans certains scénarios. Et parmi les inconvénients, nous avons une gestion limitée de l'état. Bien que les générateurs puissent stocker l'état dans des variables dans leur portée, ils sont moins flexibles pour la gestion d'états complexes par rapport aux itérateurs basés sur des classes. En plus, les fonctions génératrices sont moins réutilisables que les itérateurs basés sur des classes car elles sont liées à une logique de génération de séquences spécifiques. Parmi les avantages des itérateurs basés sur des classes, on peut citer la gestion flexible de l'état. Les itérateurs basés sur des classes peuvent stocker un état arbitraire dans des variables d'instance, ce qui les rend adaptés aux scénarios d'itération plus complexes. Aussi, les itérateurs basés sur des classes peuvent être réutilisés pour différentes séquences en créant plusieurs instances avec des valeurs initiales différentes. Et enfin, les itérateurs basés sur des classes peuvent définir des méthodes personnalisées pour fournir des fonctionnalités supplémentaires liées au processus d'itération. Et pour les inconvénients, nous avons la verbosité. Les itérateurs basés sur des classes nécessitent plus de code à implémenter que les fonctions génératrices, en particulier pour les séquences simples. Nous avons aussi le potentiel de surcharge de mémoire. Bien que les itérateurs basés sur des classes puissent être optimisés pour l'efficacité de la mémoire, ils peuvent introduire une certaine surcharge due à la création d'objets et à la gestion de l'état. Voilà, pour adopter une bonne approche, il faudra tenir en compte plusieurs aspects du problème à résoudre. Pour les séquences simples, les fonctions génératrices sont souvent un choix concis et efficace. Mais quand la gestion d'état est complexe, par exemple, si vous avez besoin de stocker et de manipuler un état complexe pendant le processus d'itération, les itérateurs basés sur des classes sont plus adaptés. Et si vous avez besoin de réutiliser la logique d'itération pour différentes séquences, les itérateurs basés sur des classes offrent plus de flexibilité. Ainsi, en général, la meilleure approche dépend des exigences spécifiques de votre cas d'utilisation. Tenez compte des facteurs tels que la complexité de la séquence, le besoin de gestion d'état et le niveau de réutilisabilité souhaité lors de la prise de décision. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous mettrons en œuvre les concepts développés dans cette présentation. Nous utiliserons la programmation orientée objet pour construire une classe de base, puis nous construirons des classes héritées pour illustrer les concepts mathématiques de suite arithmétique et géométrique à l'aide des itérateurs. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'aimer les vidéos pour soutenir la chaîne si cela n'est pas encore fait. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite. Bye.